Un président qui veut reprendre de la hauteur après des mois au charbon dans l'arène du grand débat et un score honorable aux européennes. Est-ce une nouvelle étape ou une tentative de retour au stade jupitérien? Nous avons mené l'enquête et voici les indices. Un an après la vidéo virale sur les allocations qui coûteraient un pognon dingue, le président s'exprime de façon moins décoiffante sur les réseaux sociaux. Conversation polie sur un fond en clair-obscur assez conventionnel et décision de renouer avec l'outil ancien monde de la conférence de presse sous les lustres de l'Élysée. Une percée fulgurante du thème de l'écologie au cœur des objectifs et de son tweet d'analyse des européennes. Ce discours s'inscrit-il dans une forme de rupture ou tente-t-il de renouer avec la formule magique des débuts de son mandat quand Nicolas Hulot le disait écolo? Hashtag ira soumettre le résultat de cette enquête à Erwan Lecoeur, expert des discours écolos qui va nous écouter avant de livrer son verdict. Mais d'abord, premier indice, avec un président au cœur de l'ADN de sa fonction de chef d'État pour commémorer le débarquement. L'Amérique, cher président Trump, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres. L'Amérique, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se montre fidèle aux valeurs universelles que défendaient ses pères fondateurs. Lorsqu'il y a près de 2 siècles et demi, la France vint soutenir son indépendance. Il en profite pour faire la leçon à Trump, comme au début de son mandat avec la formule culte « Make our planet great again ». Mais est-ce un retour aux sources de sa communication? C'est ce qu'on va voir de suite avec Benjamin Grange de Dentsu Consulting. Benjamin Grange, bonjour. Bonjour. Alors on a du mal à savoir si Emmanuel Macron entame une nouvelle phase ou s'il revient aux sources de sa communication. Qu'en disent les réseaux sociaux où il aimait s'exprimer en homme du nouveau monde? Alors, sur les réseaux sociaux, on est même allé un petit peu plus loin puisqu'on a regardé tout ce qui se disait sur Internet sur le président Macron, c'est-à-dire évidemment ce que les internautes disent de lui, mais également la trace que les médias laissent sur les réseaux sociaux, et puis ce qui le dit de lui, ce qui veut dire qu'on a un panorama assez large. Et on s'aperçoit de quoi, de manière très quantitative, c'est qu'on est sur presque 30 millions de mentions sur la dernière année, c'est-à-dire une moyenne de 2,5 millions, ce qui veut dire que c'est colossal. Au-delà de 200 000, voilà, au-delà de 200 000, on est sur un vrai sujet d'intérêt pour les Français. À 2,5 millions, on est vraiment sur un sujet. On ne peut plus dire que la politique n'intéresse pas des Français. Alors, on avait vu une première courbe avec des pics. Là, il y en a une deuxième. Alors, vous avez superposé, en fait. C'est ça, le bleu, c'est quand on parle de lui à cause de Benalla. Le rouge, à cause des Gilets jaunes. Et donc, on voit que finalement... On voit quoi d'ailleurs? Alors, l'intérêt, pour arriver à séparer les grandes phases de la communication du président Macron, eh bien, il faut enlever les grandes crises qui ont jalonné la dernière année. D'accord, donc alors, on va les évidemment, enlever. on s'aperçoit de quoi? Qu'on peut identifier 3 grandes périodes, c'est-à-dire la période avant juillet 2018, qui est une période clé où finalement on est sur une communication, et on le verra après, assez émetteur, où tout lui réussit, où il peut jouer finalement de la transgression. On verra des illustrations. Ah bah non, on va la voir tout de suite. Alors, on va faire les phases. On va la voir tout de suite. Dans les petites phrases. C'était la fameuse vidéo virale Pognon de dingue, phase 1. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Alors là, c'est le moyennement réussi, mais en tout cas, c'est un style de communication push, c'est ça? Alors, ce style-là, c'est Macron, maître des horloges. Alors là, on en a l'illustration. En fait, on utilise un style caricatural, un langage parlé, le même langage, soi-disant, que les Français pour essayer de faire réagir. Alors, c'est pas passé très bien, mais personne ne lui a reproché, finalement, ça. Cette vidéo, parce que il est là, tout lui réussit. Et puis, l'innovation qu'il a introduite là, on l'a vu aussi quand il avait reçu Laurent Delahousse en décembre 2017, où il se baladait dans l'Élysée, il nous faisait finalement un parcours au sein du palais de l'Élysée. Deuxième grande époque, c'est l'époque post-Benalla. Cette époque-là, en fait, elle est entre septembre et novembre 2018. La communication, finalement, du gouvernement est un peu déréglée. Et en point d'orgue, on a notamment le démarrage, ou l'un des démarrages de cette crise des Gilets jaunes, c'est finalement ce tweet où il dit « Le carburant, ce n'est pas Bibi ». Voilà, effectivement, phrase très commentée sur les réseaux sociaux qui émanait d'un propos tenu directement qu'on revoit. Forcément, regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Donc ça, c'était en novembre. Et donc là, il était quoi? Alors, il suivait, c'est ça? Il était suiveur? Oui, il était en réaction? On a une communication qui est majoritairement en réaction. Il ne faut pas oublier non plus qu'on s'inscrit
post-crise. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans une ère, non pas peut-être de crise de confiance, mais déjà un peu de défiance. Et donc la communication du gouvernement, et notamment la manière dont il réagit, est excessivement rationnelle, là où effectivement on aurait dû avoir une communication un peu plus émotionnelle. Et troisième phase, alors celle de maintenant, c'est voilà, ça, celle d'aujourd'hui ? Évidemment, la troisième phase, cette phase-là, elle est post-avril 2019. Donc on est sorti du grand débat, on commence à sortir de la crise des Gilets jaunes. Et finalement, c'est la première fois qu'on va commencer à avoir des éléments positifs. C'est-à-dire finalement, on a balayé la crise et on va rentrer dans une reprise en main. Et on va retrouver un Emmanuel Macron de nouveau maître des horloges, mais avec une forme différente. Une forme plus inclusive vis-à-vis des élus, vis-à-vis des corps constitués et vis-à-vis des associations. Il est moins disruptif. Retour à une communication plus classique. On invite à l'Élysée sous une forme un peu classique. Et finalement, quel rôle on va redonner aux réseaux sociaux ? Le rôle de lanceur d'alerte. Le rôle de lanceur d'alerte. De caisse de résonance et de lanceur d'alerte. Ok, merci Benjamin. On va voir ce que pensent nos autres invités de cette nouvelle étape plus classique, on va dire. Denis Pingot, communicant proche de François Hollande quand il était à l'Élysée. Franck Tapiro, communicant, vous avez été proche de Nicolas Sarkozy, de spécialiste donc de la com élyséenne. Que vous inspire l'évolution d'Emmanuel Macron, Denis Pingot, tel que Benjamin Grange vient de la décrire avec ce retour au classicisme ? Je crois qu'il y a deux éléments essentiels. Premièrement, la prise de conscience par Emmanuel Macron que les formes de sa communication, qu'on a qualifiées de jupitériennes au début de son mandat, heurtaient une partie de la société, des parties prenantes, des corps constitués. Et le deuxième élément qui, pour moi, est une constante, c'est qu'on reste sur une communication que je qualifierais de performative. C'est-à-dire que le président de la République, dans toute la mise en scène de sa communication, est sur un registre qui est un registre de la performance. Même quand il invite les journalistes à l'Élysée, ce qui est un tournant... ne déflorez pas la suite, on va y revenir. Il est dans une logique de communication de performance. Bon, donc ça, c'était votre analyse, votre commentaire sur ce qu'avait dit Benjamin. Concernant le retour aussi sur la scène internationale, il avait commencé avec Make Our Planet Great Again pour riposter à Trump quand il dénonçait les accords de Paris sur le climat. Le 5 juin, il lui fait la leçon, on l'a entendu, sur son isolationnisme. Il reprend la même recette. Là, c'est aussi un retour à la recette des origines pour s'imposer, parce que ça lui avait bien réussi à ses débuts. Je pense qu'il a besoin de retrouver cela. Pourquoi ? Parce que ça redonne d'abord une confiance. Ça montre aussi aux Français que leur président... À lui ou aux Français ? Aux deux. Aux deux, à lui et aux Français, parce que les Français aiment bien voir leur président être au même niveau que le chef de la plus grande nation du monde, qui est encore les États-Unis. Et finalement, ça nous donne un côté, on a un représentant qui non seulement a pris conscience qu'il s'était peut-être un petit peu éloigné en termes de ton, en termes de sens, on va le revoir, avec une communication trop compliquée. Il est obligé aujourd'hui de simplifier sa communication. On le voit, c'est pas classique. C'était compliqué, c'était complexe. Il y avait d'abord des phrases un peu alambiquées, des mots avec une sémantique un peu loin, on va dire, de la sémantique standard, et surtout une forme parfois de provocation qui me passait mal. Et on s'attachait à analyser ce petit mot, cette petite phrase un peu décalée, et on oubliait le fond de la problématique ou le fond du sujet. Fin de la com compliquée. Ouais. On a pris, nous, quelques exemples, et vous savez que dans cette émission, on a un faible pour les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'ils s'y étaient illustrés avec des phrases, alors très, je ne sais pas si elles étaient compliquées, mais en tout cas, elles avaient peut-être brouillé les pistes, le fameux pognon de dingue, comme l'a rappelé Benjamin Grange, ou le « qu'ils viennent me chercher » lors de l'affaire Benalla, tweeté immédiatement par des parlementaires. Depuis, on a cherché. Pourquoi vous dites non ? Il n'a jamais dit cette phrase. Oui, qu'ils viennent le chercher, et c'est moi. Oui, alors je simplifie. Nous y avons consacré de nombreuses émissions. C'était qu'ils viennent le chercher, le président, et le président, c'était moi. Voilà. Mais la presse a traduit qu'ils viennent me chercher, ce qui n'avait rien à voir. Parce qu'on veut faire plus court, et on voit que ça marche. Merci Franck Tapiro. En tout cas, c'était une phrase tweetée. Je crois que vous alliez me dire non, elle n'était pas tweetée. Elle était tweetée par les parlementaires. Et depuis, on a cherché, et il semble que la production de contenus chocs, décoiffants, originaux se soit beaucoup raréfiée. On en a trouvé une en marge du grand débat, et vous allez voir que ça décoiffe moins. Nous, on travaille pour nos enfants, on essaie de leur montrer l'exemple. Vous êtes dans quoi ? Ils vont à l'école et qu'il n'y a pas de professeur pour leur montrer la bonne voie, ça va pas ? On est d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'on réduit le nombre d'enfants par classe. Bonjour madame. On compte sur vous, hein. Et on va continuer, s'il y a de la santé, je vous dirai. Monsieur, il vient là. Il arrive. Ah, bon, parfait. C'est bien. Bonjour.
Alors Franck Tapiro réagit, mais vous allez réagir après parce qu'on finit notre évolution. Ça, c'était en février. Et depuis, hormis quelques photos postées sur le compte Instagram de sa photographe officielle, pas grand-chose sur le compte Twitter de l'Élysée, en dehors des bains de foule protocolaires, jusqu'à cette vidéo le 24 mai au soir, veille des Européennes, postée sur la chaîne du youtubeur Hugo Travers. Alors l'objectif du président est de parler aux jeunes, ce qu'il fait après quelques mots sur l'attentat à Lyon qu'il a mis en retard. Mister Hunteril sur YouTube tout à l'heure, qui dit, je cite, « Que pensez-vous du lobbying au sein de l'Union européenne ? Est-ce que ce n'est pas des éléments qui justifient une abstention selon vous ?» Alors, à l'inverse, là aussi, moi je dirais le contraire. D'abord, je ne peux pas te laisser dire que tous les politiciens sont pourris. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais je sais bien. Mais là-dessus, il y a eu, dans la politique, comme dans d'ailleurs d'autres professions autres, des comportements qui étaient inacceptables. Voilà, on entend un tutoiement, on entend aussi qu'il répond pas du tout à la question qui concernait les lobbies et pas le tous pourri, qui n'a rien à voir. Mais en fait, le plus simple, quand on veut finalement dire ce qu'on veut et pas répondre à la question, c'est de parler directement à la caméra, ce qu'il finit par faire. Ne votez pas contre, votez pour. C'est pas contre qui que ce soit qui vous fera progresser dans la vie, qui fera progresser notre pays ou l'Europe. Votez pour l'innovation, votez pour la justice sociale avec un salaire minimum, votez pour une vraie ambition climatique. Ouais, ça continue comme ça, voter pour. Alors ça finit quasiment comme une allocution de campagne officielle. Il est sur YouTube avec un jeune, mais finalement tout est très contrôlé, pas vraiment d'impertinence, voire pas du tout, ni dans le fond, ni dans la forme. Est-ce que ça paye ce genre de communication, Denis Pingot ? Je ne sais pas si ça paye, c'est le résultat des élections futures qui le diront. On a un baromètre. C'est bien, quoi, parce qu'on ne va pas corréler directement ça aux élections. Je pense que c'est pas cohérent, c'est-à-dire que le fait, en gros, pourquoi je dis communication performative ? Parce que dans toutes les formes d'expression de Macron, qu'il soit devant des journalistes, qu'il soit devant un youtubeur, qu'il soit dans d'autres circonstances devant l'équipe de France de foot, il est dans un registre toujours, qui est un registre de démonstration qu'il est le premier de la classe et qu'il maîtrise parfaitement l'ensemble des sujets d'un président de la République. Il est extrêmement brillant. Et donc, dans la gestion même de la politique, il est devant, il est même carrément un peu seul, et c'est lui qui tient, en quelque sorte, l'ensemble de la politique gouvernementale. C'est ça, c'est pas adapté à une chaîne YouTube de jeunes à la veille des élections. Je dis que c'est dangereux. Dangereux, carrément. C'est dangereux, pourquoi ? Parce que cette communication de performance solitaire est une communication qui est dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'il est seul. Et dans un système démocratique, quand on est seul, s'il vous arrive la moindre anicroche, le moindre pépin, quelle que soit la situation, et que vous êtes dans une situation où face à vous, vous avez construit un système politique qui est un système où vous êtes seul face au Front National, il y a un vrai danger pour la démocratie. C'est parce qu'il est seul, c'est pas sur la forme, c'est pas le ton, c'est pas la manière de faire, c'est pas l'inadéquation avec la forme, les réseaux sociaux. En communication présidentielle, vous avez d'autres registres possibles que la communication performative. Vous avez la communication dite pédagogique, qui est assez ennuyeuse, où vous assénez des chiffres, vous faites des démonstrations, etc. Parfois, il peut le faire. Et puis vous avez la communication que je considère comme la meilleure communication, qui est la communication relationnelle, qui consiste à entrer en contact avec les autres. Nicolas Sarkozy avait un certain talent pour ça, et on vient de voir dans l'extrait qui vient d'être montré là, que c'est exactement ça, à mon avis, qui est la bonne façon de communiquer quand on est président. Oui. C'est drôle quand on parle de Nicolas Sarkozy, parce que moi, c'est ce qui m'a choqué. Oui, dans la première vidéo. Oui, dans la première vidéo, on le voit, ça m'a rappelé un épisode fâcheux. Nicolas Sarkozy débarque sur la table de Montreuil. Ça rappelle clairement ça. Ça faisait une référence à ça. La référence est incroyable. Il s'adressait à elle de la même façon, sauf que c'était la nuit pour Nicolas Sarkozy. Et en plein jour. Une référence pas forcément habile, on comprend dans ce que vous dites. Et sur l'évolution, parce qu'on voit qu'il va quand même, alors c'est moins compliqué, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus sobre, c'est plus classique. C'est plus, même quand il va sur une chaîne YouTube de jeunes, c'est en clair-obscur, finalement c'est très classique, il pourrait être n'importe où, on arrête l'innovation. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? Alors, je pense qu'en fait, il avait besoin de corriger légèrement les excès dans lesquels il s'était mis par euphorie de sa victoire. Tout à l'heure, Denis a dit justement que c'est un homme seul, mais il l'a toujours été depuis le démarrage. Il avait trop innové par rapport aux autres présidents ? Il a innové, on parle de référence à Giscard, mais je trouve qu'il était un peu dans ce sens même encore plus décalé, mais dans les mots, il avait été un peu loin. Il reste dans la valeur absolue de son langage, en disant « je n'ai pas besoin d'en faire trop, je reste dans mon langage et dans mon action pour ne pas
perturber la perception de mon action politique. Et donc il est moins push, comme disait Benjamin Grange, sur les réseaux sociaux, il est moins à l'initiative, il est moins... Donc, ça crée moins, on va dire, de petites fritures et de petite électricité dans l'air. Au moins, les gens ne seront pas perturbés dans la perception de son action. Oui, enfin, c'est une belle preuve. Il était quand même dans le début de son mandat sur un registre qui était le registre aussi de la provocation. Aujourd'hui, il est un peu contraint en quelque sorte par ce qui s'est passé à revenir à quelque chose de plus classique dans les mots et dans la manière d'exprimer ce qu'il veut dire. Mainstream, on va y venir justement, puisque vous disiez finalement c'était disruptif et réseaux sociaux, et ça finit en phase de normalisation avec une grande conférence de presse sous les lustres de l'Élysée. Un petit extrait pour se remettre dans l'ambiance. Avez-vous des regrets? Peut-on parler d'une rupture, d'une transition, d'un nouveau départ? Je vous remercie. Je ne sais pas s'il faut parler de nouveau départ, parce que c'est souvent ce qu'on dit dans une relation amoureuse, quand on a peu d'espoir que ça reparte vraiment. Non. Je pense qu'on peut toujours mieux faire. Donc je pense que je peux mieux faire aussi. Je crois que beaucoup de choses ont été faites durant ces 2 premières années. Beaucoup de choses. Quand je regarde ce que le gouvernement, avec les assemblées, ont conduit, quand je regarde ce que ce gouvernement, depuis 2 ans sous l'autorité d'Édouard Philippe, a fait, j'ai peu de comparaisons. Des réformes qui avaient été écartées, évitées jusqu'alors, le gouvernement s'y est attelé avec beaucoup de courage. Il fait une sorte de mea culpa, rencontre des journalistes qu'il avait refusé de faire pendant 2 ans. Est-ce que c'est le signe d'un renoncement, d'une normalisation? Est-ce qu'il fait comme ses prédécesseurs finalement? Pas du tout, il ne recule pas. En fait, il fait un réglage, un fine-tuning comme on dit. Et comme vous pouvez le voir, quand on écoute son discours et quand on le regarde, on n'a pas la même perception. Quand on le regarde, on voit quelque chose dans les heures de la République. Ah oui, puis alors contrairement aux autres, classique. pardon, je me permets de vous interrompre parce que c'est vrai qu'on a comparé les images, comparé aux autres présidents de la République. Lui, il a les drapeaux. Dans son allocution de début, on a l'impression qu'il n'est pas du tout en conférence de presse. Pas du tout. Voilà. C'est plutôt une allocution. Et là, on voit en plus la salle pleine à craquer qui attend. Et lui, très détendu. On peut le voir dans le langage du corps, où il bouge en permanence, il va vers eux. Pas du tout rigide, détendu dans son discours. Et là, il a vraiment réussi à faire l'effort de ne pas avoir d'excès ou de langage ou de provocation. Il a été simple, ce qui montre que le réglage, avoir une forme extrêmement classique, extrêmement traditionnelle et un discours très détendu, plus humain, plus proche, ça fonctionne. Et je pense qu'il est plus proche de son ADN là qu'il ne l'est depuis quelques mois. Ah, donc décalage entre les deux, donc une forme plus austère que les autres présidents, si je vous comprends bien, mais un contenu plus détendu, vous êtes d'accord? Et est-ce que ça paye? Et en même temps? Moi, je trouve que ce qui est très frappant dans ces conférences de presse, c'est que c'est le retour aux conférences de presse du général de Gaulle, qui était assis devant une salle extrêmement respectueuse. D'accord, mais lui, je ne suis pas sûr que dans la bouche de Denis Pagot soit un compliment. Et on est complètement, de mon point de vue, dans une forme d'ancien monde, paradoxalement, puisque la forme est très... Si vous regardez les conférences de presse de Gaulle ou même de Pompidou, ils étaient assis face aux journalistes. Et l'autre chose qui me frappe dans ces conférences de presse, c'est la longueur à la fois du propos liminaire. Il devait parler en réalité 25 minutes, ça avait été minuté. Par ses conseillers, il parle 1 heure, et à chaque réponse qu'il fait d'une question de journaliste, il prend énormément de temps, et on n'est pas du tout dans un dialogue avec la presse comme on le connaît aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, où c'est un peu du ping-pong, des relents, etc. Mais le fait de prendre du temps, c'est pas De Gaulle, ça c'est lui, il a toujours été comme ça. Là, pour le coup, il n'a pas changé. Il a pris du temps, il parle longtemps, il met des horloges, voilà. Ce qui est frappant dans la ressemblance avec les conférences de presse du général de Gaulle, c'est que de Gaulle entendait un certain nombre de questions, et puis s'épanchait longuement pour développer son analyse et sa politique. Je comprends bien, pour vous, c'est pas une bonne idée. C'est pas le petit réglage. Je ne pense pas que ça soit un petit réglage. Je pense qu'on reste dans une communication que j'appelle une communication performative, où le défaut d'Emmanuel Macron, qui est extrêmement brillant, ça je ne le conteste pas, est de vouloir en permanence démontrer qu'il est le meilleur élève de la classe. Ce que vous disiez déjà. Alors, depuis la fin du grand débat, depuis cette conférence de presse, on entend dire que le président veut prendre du recul. Pourtant, il reste quand même extrêmement présent médiatiquement et en rebond avec l'actualité. Un exemple, lors de la campagne des Européennes, non seulement il s'implique sur le Rassemblement national dont on n'a pas besoin en tête, dit-il en Roumanie, avant d'organiser à la veille du scrutin le premier conseil de défense écologique avec quelques images filmées pour les télés. Bien, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, nous nous trouvons ce matin pour le premier Conseil de défense écologique, comme je m'y étais engagé devant nos concitoyens, pour 2 raisons. La première, c'est que sur les sujets d'écologie,
le temps n'est plus à la parole. Il y a eu ce temps-là, la dénonciation, la description de ce qu'on devait faire. Il y a eu ensuite le temps où on prenait des lois pour les autres, ou pour après. C'était facile. Depuis 2 ans, nous sommes dans le moment où nous devons prendre des décisions pour aujourd'hui et maintenant. Ça, c'était à la veille des élections et 2 jours après, il commente le scrutin sur Twitter. Beaucoup disaient l'Europe fatiguée, vous avez démontré le contraire. À nous de construire un projet à votre image qui réponde à l'urgence climatique, qui rebâtisse un monde de progrès et qui protège davantage. Alors pour quelqu'un qui prend de la hauteur, il continue à intervenir quand même beaucoup, non, Franck Tapiro? J'ai jamais vu Emmanuel Macron à m'en dire je vais prendre un peu de c'est pas de la hauteur, c'est du retrait. Du recul, c'est ce que je dis. Mais ça veut dire quoi prendre du recul parfois, du recul, mais non, mais vous savez, prendre du recul quand on travaille comme lui 22 heures sur 24, c'est peut-être prendre 1 heure ou 2 de plus ou un peu de temps de réflexion. Ce qui manque le plus quand on est président, quand on est aux affaires, quand on est vraiment sur le terrain, c'est les temps de réflexion. Le temps, un moment où on va se poser. Prendre du recul, c'est ça que ça veut dire. Ah bah alors. C'est prendre le temps de réflexion, c'est tout. Et le temps de réflexion, parfois il le fait au Fort de Brégançon, il le dit lui-même, mais ça dure 1 jour ou 2, pas plus. Donc jamais quelqu'un comme Emmanuel Macron, avec surtout l'énergie, l'ADN qui est la scène depuis le démarrage. Prendra du recul. Mais non, c'est pas possible. Mais alors vous disiez, il avait une communication trop compliquée, il faut la simplifier. En même temps, quand il intervient tout le temps, un petit coup sur Twitter, un petit coup dans le Conseil de défense à la veille des élections, un petit coup. Est-ce qu'il simplifie vraiment? Enfin, Denis Pingot, et puis vous réagirez. Je pense qu'il y a eu une grosse erreur d'analyse quand on a parlé de communication jupitérienne en voulant faire croire que le président de la République, Emmanuel Macron, prenait de la hauteur, gardait la distance par rapport aux jeux politiques. Pas du tout. Dans sa communication, dans sa communication performative, il a toujours été au-devant des choses, dans la bataille. Et sur l'affaire des élections européennes, il fait juste de la mise en scène en termes de communication d'un sujet qui est un sujet qui, à ce moment-là, est un sujet essentiel, qui est le sujet écologique. Et paradoxalement, moi c'est mon point de vue en termes d'analyse purement électorale, il nourrit en partie les voix de Yannick Jadot, parce que tout ce qui s'est fait pendant les 15 jours qui ont précédé l'élection a moins profité, me semble-t-il, à la liste conduite par Nathalie Loiseau qu'au très joli succès de Yannick Jadot. Donc c'est paradoxal. C'est paradoxal. Alors il pense certainement que ça lui il pense certainement que ça lui rapportera politiquement dans le futur. Donc mais concrètement dans l'immédiat, ça a pu inciter un certain nombre d'électeurs à se dire au fond, oui, votons pour la liste écologique. Bon, merci à tous les deux. Je vous propose maintenant de retrouver Erwan Lecoeur sur ce thème de l'écologie devenu un enjeu central d'Emmanuel Macron. Erwan Lecoeur, bonjour. Bonjour. On a entendu dans l'extrait tout à l'heure Emmanuel Macron se distinguer de ses prédécesseurs qui étaient, quand c'était le temps de la parole ou de la loi prise pour les autres, là on pense que c'était François Hollande, la loi prise pour les autres. Est-ce qu'il marque un changement dans ses discours par rapport à ses prédécesseurs, selon vous? Non, dans ses discours, pas du tout. Même, on a évoqué M. Giscard d'Estaing qui avait, dès 1974-1976, lancé la chasse au gaspillage, fait un appel à la jeunesse sur l'écologie, c'était déjà à la mode. On pense à Mitterrand, qui crée Génération Écologie parce qu'il sent qu'il y a quelque chose à faire. Jacques Chirac, qui dit que la maison brûle et nous regardons ailleurs. Même Nicolas Sarkozy, qui met en place le Grenelle de l'environnement. Donc ce n'est pas nouveau, mais Emmanuel Macron essaie d'en faire quelque chose depuis le début de son mandat, on le sent bien. Oui. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il avait commencé avec, on l'a cité au début de l'émission, la formule « Make our planet great again » avec Hulot ministre, ce que ses prédécesseurs n'avaient jamais réussi à faire. Alors là, est-ce qu'il renoue avec une tentative de ses débuts de mandat ou alors est-ce qu'il fait autrement? Est-ce que là aussi c'est un retour aux sources ou pas? Alors, il y a eu Nicolas Hulot, il y a eu, vous l'avez dit, Make our planet great again contre Donald Trump et pour devenir le président au niveau mondial qui pouvait entre guillemets, sauver le climat et donc sauver la planète, c'était quelque chose que Macron pouvait faire au début de son mandat. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup perdu. Le départ de Nicolas Hulot, mais aussi tout un tas d'autres éléments qui font que, en fait, Emmanuel Macron, et ça a été bien dit, c'est le premier de la classe, il essaie de mettre ensemble des gens qui ne veulent pas forcément se parler, les lobbies et les écologistes, la gauche et la droite, il essaie de faire en même temps avec tout un tas de gens. Et sur l'écologie, ça n'a pas fonctionné. Tout ce qu'il a dit de positif sur l'écologie a plutôt profité à Yannick Jadot. Lui se retrouve aujourd'hui, en fait, avec l'électorat de Nicolas Sarkozy en 2007, l'électorat le plus âgé et le moins écolo qui soit. Mais alors, est-ce qu'il essaye de faire comme au début? Est-ce qu'il renoue avec le début ou pas? Parce qu'en préparant l'émission, vous disiez, en 2017, il trouvait le thème de l'écologie intéressant sociétalement. Aujourd'hui, c'est politiquement. Ça veut dire quoi? Il a considéré que sociologiquement, l'écologie était en phase avec ce qu'il pouvait porter comme imaginaire. Donc, il a joué au président
de la planète. Il l'a dit. Et il a pu jouer pendant 6 mois ce président de la planète. Il a été reçu dans un certain nombre... C'était pour le coup totalement nouveau. C'était nouveau et c'était intelligent de sa part, puisqu'il était jeune, brillant, et il allait nous démontrer ce qu'il était capable de faire. Ensuite, le départ de Nicolas Hulot, on l'a vu, a eu 2 effets. D'abord, à plomber l'image d'Emmanuel Macron comme président écolo potentiel, même si François de Rugy est un bon ministre écologiste, parce qu'il est écologiste, il ne fait pas, le poids. Et d'autre part, il a créé, par son départ, Nicolas Hulot, un mouvement social que Emmanuel Macron n'a pas pu contenir, le mouvement social autour du climat. Et il y a eu 2 mouvements sociaux contre Macron, celui sur le climat et les Gilets jaunes. Et on a bien vu que pourquoi alors il revient à ce thème, selon vous ? Mais parce qu'il sait qu'il ne pourra pas s'en passer s'il veut gagner la prochaine fois. D'une certaine façon, s'il considère que la droite et la gauche sont morts, ce qui est en gros acté, qu'il considère qu'il est le centre, ou plus exactement au centre du jeu, gestionnaire et au centre du jeu, et qu'il y a 2 autres pôles potentiels, l'extrême droite d'un côté, l'écologie de l'autre. Il doit aller piocher de quelque part pour battre l'extrême droite au 2e tour. Quand Emmanuel Macron parle d'écologie, beaucoup l'accusent de faire de la communication. C'est peut-être aussi car son discours a souvent évolué ainsi sur le sujet de la montagne d'or en Guyane, un projet très symbolique. Voici ce qu'il disait début mai, suite à une réunion avec des experts de la biodiversité. De manière très claire aujourd'hui, l'état de l'art du projet ne le rend pas compatible avec une ambition écologique et en matière de biodiversité. Ça, c'était pendant la campagne des Européennes et ça prenait le contre-pied de ce qu'il disait lui-même à la télé guyanaise quand Nicolas Hulot, d'ailleurs, était encore ministre. Le projet minier de la montagne d'or, êtes-vous pour ou contre ? Les choses ne s'expriment pas d'une manière binaire comme cela, surtout quand on a la responsabilité qui est la mienne. C'est un projet qui, je le pense, sur ses fondamentaux, peut être bon pour la Guyane. Vous étiez journaliste suivant le déplacement que je faisais quand j'étais alors ministre de l'économie et de l'industrie en août 2015, au début de ce projet. Vous étiez plutôt favorable à l'époque. Mais pourquoi ? Parce que je souhaite que la Guyane puisse réussir avec ses atouts. Et je ne suis pas pour mettre la Guyane sous une cloche. Mais avec des exigences et des contraintes. Il ne voulait pas être binaire et finalement, est-ce qu'il l'est devenu ? Et comment vous expliquez ce changement de discours ? Là, je dirais qu'Emmanuel Macron ressemble beaucoup aux gens, en général, aux Français, qui aimeraient pouvoir faire de l'écologie, mais qui quand même savent que dans le monde, il y a ce qu'il appelle des fondamentaux économiques, sociaux, et des lobbies qui agissent fortement pour que les choses se fassent. Pour développer un territoire, il faut des projets comme celui-là. Sur la télé Guyane, là, il parle au lobby, c'est ça, et ailleurs, il ne parle pas aux mêmes, c'est ça. Il a des discours adaptés. Bien sûr, Emmanuel Macron, on le sait bien, il a des discours adaptés au public auquel il s'adresse. On le voit extrêmement bien depuis le début de son mandat, je pense. Et pour les écologistes, il a une certaine, je dirais, un langage, un apprentissage d'un certain vocabulaire. Pour vous, c'est plus un changement, ce que vous entendez là, c'est plus un changement d'interlocuteur qu'un changement de discours? Non, c'est les deux. Il est comme les Français, je le répète. Il aimerait bien être écologiste, mais dans ce monde-ci, ce n'est pas facile. Et il explique à ses interlocuteurs, j'aimerais être plus écologiste, j'aimerais Greta Thunberg, j'aimerais toutes ces personnes qui me disent, il faut le faire. Mais il y a le vrai monde, c'est-à-dire ce que certains appellent le vieux monde. Donc en clair, ce qui peut passer pour une contradiction terrible dans le discours, pour vous, c'est juste l'image des Français et ça ne lui fait pas tant de tort que ça, alors? Oui, les Français, 85% disent il faut agir pour l'environnement, 15% le font. Des paradoxes très normal de ce point de vue. Très normal, d'accord. Des paradoxes de communication qui n'en sont peut-être pas. Alors, merci Erwan Lecoeur, merci Isabelle Pincé, Pierre-Louis Janin et Diane de Charmas. On se retrouve pour le débrief. Pas du tout. Il y a combien d'années entre les deux? Il y a 2 ans d'écart. Oui. Le dossier d'expert qu'il a aujourd'hui n'a rien à voir avec le dossier d'il y a 2 ans. Donc la mesure qu'il a prise il y a 2 ans le sert, parce qu'aujourd'hui, quand il dit « aujourd'hui j'ai des informations pour dire qu'il ne faut pas y aller », il est complètement en phase avec ce qu'il a dit. Je pense qu'il est ballotté par aussi le niveau d'expertise et qui sont les experts qu'il consulte. La haute administration, dont il provient, sont aussi des gens qui sont en train d'évoluer.